Bonjour à tous, il est 10 heures du matin et je suis en train de shooter la nébuleuse du Boogeyman. Comment est-ce possible? Eh bien oui, nous allons parler contrôle à distance du télescope, le remote, et nous allons faire ensemble un bilan de ma première année passée au Texas chez Starfront. On y va! Alors tout d'abord une petite définition, hein. Le remote au sens littéral ça veut dire télécommande, donc là c'est le fait de piloter son setup à distance, c'est-à-dire que ce soit la cabane au fond du jardin ou à 10 000 km, le principe est le même. Alors pourquoi le remote? Tout d'abord j'adore l'astrophotographie, ça je pense que c'est le point numéro un. Ensuite j'habite en Lorraine, donc Grand Est, nuages, pluie très souvent, ça on connaît bien. Deuxième chose, j'habite tout proche de Nancy, donc pollution lumineuse très forte, hein. Et enfin, c'est surtout lié à mon emplacement. Donc voici le nord de chez moi, donc le halo de Nancy plus un projecteur énorme qui ne se coupe pas de la nuit. Côté est, j'ai les lumières de la zone commerciale. Côté sud, j'ai un arbre énorme plus la maison du voisin, ce qui me laisse quand même un créneau de 2 heures environ pour shooter les objets du sud. Et côté ouest, j'ai ma maison finalement, et si je me place devant ma maison, j'ai les réverbères de la rue, donc là, il n'y a pas possibilité de faire quelque chose. Et dès que j'ai la possibilité, je n'hésite pas à faire du nomade pour m'éloigner un peu de la pollution de Nancy. Donc j'ai commencé à sérieusement envisager le remote. Dans un premier temps, j'étais parti pour aller chez Trevinca en Espagne. C'est vrai que c'était les tarifs les plus abordables, hein. À l'époque, c'était 99 euros par mois. Depuis, ça a un petit peu augmenté. Finalement, je me suis rendu compte au fil des semaines, des mois, que le toit s'ouvrait assez rarement. En fait, la météo espagnole n'est pas si folle que ça. Et j'ai commencé à voir les publications de Brefall, donc sur son projet au Texas. À l'époque, le Building 1 était en construction, il n'était pas encore opérationnel. Et sur le papier, ça faisait rêver, hein. Burtle 1, 220-250 nuits claires par an annoncées, 20 degrés de latitude en moins par rapport à chez nous, donc des nouvelles cibles potentielles. Bref, tout ça, ça fait réfléchir. Alors le remote, ça s'improvise pas, on doit avoir un matériel complètement optimisé, complètement autonome pour pouvoir le piloter à distance. J'ai eu beaucoup d'aide de Yann Sainty et Julien Cadenat qui m'ont aidé un petit peu justement à optimiser mon matériel. Et surtout, en tant qu'utilisateur de Lazier depuis mes débuts, j'ai dû apprendre à utiliser Nina, que je ne connaissais absolument pas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Nina, c'est un peu l'interface qui va permettre de tout piloter, tout contrôler à distance, allumer les périphériques, faire les prises de vue, etc. Après avoir posé le pour et le contre entre l'Espagne et le Texas, voilà, je me suis dit, allez, on se lance, on tente l'aventure au Texas. Mais autant j'étais chaud pour y aller tout seul en Espagne, autant au Texas, ça me faisait un peu peur d'être seul. Donc j'en ai parlé à mon club et il y a un membre de mon club qui s'est proposé pour qu'on se mette ensemble, donc pour partager d'une part les frais et puis d'autre part les galères. Alors le Texas c'est loin, hein, on a plus de 7000 km, donc il a fallu envoyer le matériel. Alors comment ça s'est passé? Dans un premier temps, j'avais ce setup avec la 107 PHQ et j'ai décidé de revendre la lunette pour pouvoir acheter directement aux États-Unis, ce qui reviendrait moins cher au final, et puis du coup ça m'évite un transport de lunettes fragiles. Donc au final je me suis retrouvé avec ça envoyé, donc la caméra, le diviseur optique avec la roue à filtre, la powerbox, le mini PC et l'écran à flat. Voilà ce qui faisait un assez petit colis au final. Et je suis passé par une société qui s'appelle Mailbox à côté de chez moi, qui est spécialisée dans l'envoi à l'international. Et eux, ils sont spécialisés justement dans l'envoi des objets fragiles comme les œuvres d'art ou les bouteilles de vin. Donc parfait pour le matos Astro. Et pour l'envoi, j'ai rempli un formulaire qui stipulait que c'était bien mon propre matériel que j'ai envoyé aux États-Unis, que ce n'était pas de la vente. Ce qui fait que j'ai eu aucun frais, aucune taxe lorsque c'est arrivé à la douane. Alors le colis est bien arrivé au Texas, sans encombre. Mon collègue était chargé d'acheter la FRA 600 et la monture AM5, sauf qu'elle était en rupture de stock, la monture. C'était la nouvelle version, la M5N, et du coup on s'est retrouvé quasiment avec un mois d'attente pour avoir la monture.
Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous réservez un pied, donc vous allez payer un forfait en fonction de la taille de votre instrument. Nous, on avait le format Light, et ce tarif comprend d'une part l'installation de la colonne avec une platine adaptée à votre monture, l'installation du setup, le câblage, la mise au point de la caméra principale, la collimation si vous avez un Newton, et la mise en station. En gros, tant que le setup n'est pas opérationnel à 100%, on ne perd rien. Voici les premières images, donc le début de l'installation. On était un des premiers à être installé dans le bâtiment 5. Et voici le setup complètement monté et terminé. Et on a également installé une petite caméra sur le pied pour avoir un visuel sur le setup. Alors Starfront s'est passé de ça à ça en quelques mois. Il y a 10 bâtiments opérationnels et aux dernières nouvelles, il y avait environ 400 télescopes. C'est sûr que ça peut paraître impressionnant, autant de télescopes au mètre carré, mais finalement on n'est pas gêné par les voisins. On peut shooter à peu près à 20 degrés côté nord et entre 10 et 15 degrés dans toutes les autres directions. Ils sont équipés aussi de caméras dans chaque bâtiment et une All Sky. Et tous les toits sont connectés, c'est-à-dire que Nina les reconnaît. Quand vous lancez une session Nina, tant que le toit ne s'ouvre pas, la session ne se lance pas. Et inversement, si le toit se ferme, vous pouvez arrêter votre session Nina automatiquement et reparquer le télescope si besoin. Alors que faire en cas de souci? En fait, tout passe par ce qu'on appelle des tickets. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc en fait, on a une sorte de plateforme, on clique sur Open Ticket, on a une page qui s'ouvre, hein, on écrit l'intitulé de son souci. Il y a des sous-catégories. Généralement, si c'est un souci au niveau du setup, ça sera dans Remote. Ensuite, au niveau du service, il y a plusieurs catégories aussi. Si c'est pour du nettoyage, changement d'équipement, nettoyage de filtres, voilà, réglage du tilt, etc. On écrit son souci, on peut joindre des fichiers et on envoie. Généralement, les réponses sont très rapides. On n'a jamais dépassé les 24 heures quasiment d'attente avant d'avoir une réponse. Et malgré le nombre de télescopes importants, je trouve qu'ils sont quand même très réactifs. Alors de notre côté, on n'a pas eu tant de problèmes que ça. On a eu au tout début des problèmes de réglage de AF, mais bon, ça c'est des paramètres Nina à faire. Ensuite, on a eu quelques mises en station qui ont bougé, qu'on a fait refaire. Et le premier gros souci qui nous a fait un peu peur, c'est le câble de la Powerbox, le câble d'alimentation qui s'est débranché lors d'un retournement de méridien. Ce qui fait qu'on n'avait plus accès à rien, mais la monture continuait de tourner, à suivre sa cible. Alors on avait mis des limites à 10 degrés au niveau de la monture, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'a pas envie de tester, voir si ça marche ou pas. Mais finalement, l'équipe est intervenue assez vite pour reparquer la monture et rebrancher l'alimentation de la Powerbox. Et le dernier souci en date qu'on a eu, c'est lors d'un réglage de tilt. Donc ils ont démonté le bloc optique, ils l'ont remonté et on avait perdu complètement la caméra de guidage. Windows la reconnaissait plus. Donc on a passé pas mal de temps à trouver le souci. Eux, ils ont testé notre caméra sur leur PC, ça marchait bien. Donc c'était plus un problème de driver finalement. Et après pas mal de manipulations, on a réussi à la faire remarcher. Après une année complète passée au Texas, je vais pouvoir vous faire un bilan précis du nombre d'heures qu'on a pu shooter. On va regarder ça ensemble. Alors voici toutes mes dernières photos Astrobin et voici celles qui ont été réalisées au Texas. Donc sans compter les comètes, 26 photos ont été faites. Quasiment toutes ont reçu une médaille Astrobin. Et dans le lot, il y a eu 3 images of the day, dont une collab sur le grand champ de M8082. Et certaines de ces images ont été élues images du jour et également publiées dans des magazines comme dans Ciel et Espace et la revue L'Astronomie. Premier constat flagrant, en fait j'ai shooté l'équivalent d'une année chez moi complète. J'avais 135 heures de shoot de octobre 2023 octobre 2024 en seulement 3 semaines au Texas. Voilà, au niveau des sessions, il y a eu 484 sessions, presque 15 000 images de réalisées et presque 1500 heures de shoot. Voici un petit peu le calendrier en fonction des mois et des temps de pause. On verra ça un petit peu plus en détail juste après.
Alors pour ceux qui connaissent pas, Lightbucket, c'est un plugin qui va recenser un peu toutes vos sessions Nina. Donc par exemple, si je vais sur Wolfram 134, voilà, on voit un peu tous les filtres utilisés, les dates et les temps de pause par filtre. Ça peut être très pratique pour remplir vos sessions Astrobin par exemple. Et ça permet de savoir où c'est qu'on en est au niveau de la cible en fonction des filtres. Alors ensuite, ce que j'ai fait, j'ai récupéré toutes mes sessions de Lightbucket, là tout ça, il y a 20 pages. J'ai fait un copier-coller sur un fichier Excel. Je l'ai exporté en CSV et à partir de là, j'ai demandé à ChatGPT de me générer un calendrier précis avec toutes mes sessions. Voici ce calendrier. Donc, je vais vous défiler un petit peu les mois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur rouge, ce sont des jours où je n'ai pas shooté, où il y a eu moins de 2 heures de shoot. La couleur jaune, c'est entre 2 et 4 heures, ce qui reste une bonne nuit d'été quand même. Et les couleurs vertes, c'est des nuits où j'ai shooté plus de 4 heures. Donc là, je vais vous défiler les mois, que vous ayez une idée un petit peu plus précise. Et il faut savoir également qu'il y a certaines journées rouges où on n'a pas shooté à cause de la pleine lune, nos cibles étaient trop proches. Donc là, je pense que vous avez remarqué que de mi-avril à mi-juin, ce sont les mois les plus moches au Texas. Alors au niveau des statistiques, donc bilan de l'année, il y a eu 1416 heures de shoot. Le nombre de nuits observées, 238. La moyenne par nuit, presque 6 heures. Et donc il y a eu 16 nuits rouges, 38 nuits jaunes et 184 nuits vertes. Et en additionnant les nuits jaunes et les nuits vertes, on arrive à 222 nuits claires dans l'année. Donc au final, pour moi, le contrat est clairement rempli. On est complètement satisfait de s'être installé là-bas. Le ciel est super, le tarif est très attractif. Ça reste quand même un des moins chers au monde. L'équipe sur place est très réactive et a résolu nos soucis rapidement. Beaucoup de gens m'ont contacté suite à mon installation et depuis, pas mal d'autres francophones se sont installés là-bas également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou par Instagram, j'y répondrai. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a peut-être donné envie de tenter l'expérience du remote. Dans une prochaine vidéo, on parlera SHO sur Photoshop, plus en détail cette fois. Je vous laisse avec quelques images réalisées au Texas et je vous dis à bientôt et bon ciel!